Web Crypto, toute l'actu crypto au même endroit. Depuis le top du Bitcoin à 125 000 $ en juillet 2025, le marché est calme. Alors en fait, il est calme, non, parce que Bitcoin a perdu de la valeur. Il est passé de 125 000 $ du coup à 85 000 $. Et depuis maintenant plusieurs semaines, il rebondit entre 80 et 92, 94 000 $. Il n'y a pas de direction et le mood des investisseurs, le mood de ceux qui plaçaient de la liquidité en crypto-monnaie en espérant revivre un petit peu de la folie de ce qu'ils avaient potentiellement connu en 2021 ou en 2017 pour ceux qui sont arrivé très tôt, il est au plus bas. Si Bitcoin, lui, est encore relativement haut, l'Ether et les autres crypto-monnaies sont au plus bas, et quand on pense qu'on a enfin touché le bottom, le moment de racheter, car on ne pourra que difficilement aller plus bas, eh bien, le marché nous prouve le contraire, et ces crypto-monnaies continuent de creuser. Il y a un mood de fatigue, un mood d'usure. Autre chose dont on a parlé dans la vidéo d'hier, le moral des consommateurs est en général plutôt joyeux pendant les fêtes. On peut avoir une forme d'euphorie qui pousse aussi à l'achat, et donc les actifs vers la hausse. On peut aussi penser à une certaine forme de liquidité sur les marchés qui proviendrait entre autres des primes de fin d'année, bien que cela reste relativement marginal. Mais comme je te le disais, avec une faible liquidité, pourquoi pas, ça pourrait peser dans la balance. Donc ça, ce sont les facteurs globaux. Comme tu t'en aperçois, il n'y a rien de bien transcendant. Et cette année, cette fin d'année, on a tout de même la Fed qui a une nouvelle fois baissé ses taux. Elle a également signifié la fin du resserrement quantitatif, qui sont des facteurs plutôt favorables. Plutôt favorables pour l'avenir, mais plutôt favorables pour le moral des investisseurs. Alors pourquoi a-t-il autant de Bitcoin sur Binance? Pourquoi l'a-t-il envoyé de ce côté? On n'en sait rien, il ne l'a pas expliqué. Donc il se passe toujours énormément de choses un petit peu louches sous nos yeux actuellement, et ceci signifie qu'il y a vraiment énormément de manipulateurs. Beaucoup de personnes sur le marché qui vont tenter d'influencer le cours à la hausse ou à la baisse, en fait dans la direction qui les arrange pour réaliser le plus de profit et vous prendre vos Bitcoins. Alors pourquoi est-ce plus vrai que jamais actuellement? Parce qu'on a près de 24 milliards de dollars d'options en Bitcoin qui arrivent à échéance le dernier jour de cette année, soit d'ici moins d'une semaine. Et vous savez souvent qu'on a pas mal de volatilité vers la fin de décembre, et ça représente 24 milliards de dollars de Bitcoin et 4 milliards en Ethereum. Donc ça, c'est vraiment colossal. Alors, quel est le point critique? Quel est le point de douleur maximum? Eh bien, le point max pain, comme on appelle ça, c'est la plupart des investisseurs qui perdraient de l'argent, et ce serait une clôture du Bitcoin aux 96 000 $ et l'Ethereum aux 3100. Donc, il est vraiment crucial de suivre ceci de très près, parce que ceux qui ont acheté ces options vont tenter de provoquer une forte volatilité des marchés afin de maximiser leur profit le jour de l'échéance de leurs actions. Prédiction intéressante, donc avec les prédictions de Citigroup. La banque Citigroup qui fixe un objectif central à 143 000 $ pour le Bitcoin sur 12 mois. Donc c'est-à-dire que dans les 12 prochains mois, selon eux, le Bitcoin pourrait atteindre, s'il y a un scénario plutôt neutre, 143 000 $. Par contre, si on a un scénario bullish, selon eux, le Bitcoin pourrait atteindre 189 000 $. Par contre, si on est sur un scénario baissier, le Bitcoin pourrait atteindre les 78 500 $. Alors, j'avoue que je suis plutôt en phase avec le scénario baissier. 78 500, c'est vrai qu'on l'a déjà vu ensemble, mais on a quand même des énormes supports aux 74 000, 78 000. Bref, toute cette zone-là est quand même un gros sol en béton armé. Donc effectivement, ça pourrait servir de bottom pour ce cycle. Alors, les news, et quelles sont-elles? Alors, Bitcoin, en 3 jours, aussi, aux alentours entre 88 et 89 000 $. Vraiment, ça a été statu quo de vendredi à dimanche. Ethereum aux alentours des 3000, il se passe rien. Par contre, ce matin, boum, explosion de l'or qui fait un nouveau record historique. Faut savoir que l'or, il fait sa meilleure performance depuis 1979. Alors, l'or et le Bitcoin sont souvent inversement corrélés. Je vous ai partagé des charts ces dernières semaines, même ces derniers mois. Lorsque l'or trouve son top et se retourne, ça fait un point bas sur le Bitcoin, mais tant que l'or continue d'exploser comme ça, c'est un peu compliqué pour le Bitcoin. Ils sont pas souvent corrélés positivement. On sait qu'ils sont corrélés plutôt même négativement, et que le Bitcoin a toujours un temps d'attente par rapport aux hausses de l'or, c'est-à-dire il y a toujours plusieurs semaines, même quelques mois, lorsque l'or finit d'exploser, c'est après autour du Bitcoin. Ça, c'est historiquement en tout cas ce qu'on a vu dans le passé. Maintenant, est-ce que ça va être pareil ou pas? Bon, on verra bien. Pendant que d'autres adolescents parlent musique et jeux vidéo, lui, il code des univers totalement invisibles. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à comprendre. À 17 ans, il emporte d'ailleurs une médaille de bronze à l'Olympiade internationale d'informatique
informatique en Italie. Mais d'ailleurs, une autre rencontre va marquer un tournant absolu. Un soir, son père lui parle d'un concept étrange. Une monnaie virtuelle sans banque, ni état, ni autorité. Sûr que vous l'avez deviné? Et oui, on parle bien de Bitcoin. Vitalik écoute distraitement. Et quelques jours plus tard, il lit le white paper de Satoshi Nakamoto. Et soudain, tout s'aligne. Ce qu'il lit n'est pas une idée, mais une véritable faille dans le système financier actuel. Ce n'est pas une monnaie, mais une architecture de confiance mathématique, un monde où les institutions s'effacent au profit du code. Il plonge alors, il lit tout. Les forums cypherpunk, Bitcoin Talk, les essais de Wayday, de Alfinet, de Nick Szabo. Il écrit des articles pour comprendre, payer 5 bitcoins par texte, 5 bitcoins, c'est-à-dire 4 $ à l'époque. Oui, c'est pour remettre dans le contexte. Mais ce qu'il apprend vaut 1000 fois plus que ça. En 2011, il cofonde Bitcoin Magazine. Énorme nouvelle, on a le Sénat américain qui vient d'approuver le pro-crypto Michael Selig à la tête de la CFTC. Et en plus de ça, si le Congrès renforce le rôle de la CFTC, la régulation crypto pourrait basculer vers un cadre beaucoup plus clair et beaucoup plus favorable. On a aussi David Sachs, le tsar de la crypto à la Maison Blanche, qui a dit « Nous sommes plus proches que jamais d'adopter la législation historique sur la structure de marché de la crypto que le président Trump a demandé. Nous sommes impatients de terminer le travail en janvier. » Ça pourrait être un catalyseur très intéressant pour nous sur le début d'année. Pour ce qui est des politiques monétaires, on a Arthur Hayes qui s'est exprimé et qui affirme que les nouveaux achats de gestion de réserve de la Fed, donc les RMP, ne sont rien d'autre qu'un QE déguisé, injectant discrètement de la liquidité dans le système. Il anticipe du coup un BTC entre 80 000 et 100 000 $ à court terme, puis un objectif potentiel à 200 000 $ d'ici fin 2026. Parce qu'en effet, cette impression monétaire indirecte serait d'après lui un catalyseur majeur pour les actifs rares comme Bitcoin. Dernier rapport du Conseil de surveillance de la stabilité financière. Cette organisation états-unienne, créée suite à la crise de 2008 comme le Bitcoin, est censée surveiller les risques systémiques pour éviter une nouvelle crise du genre. Et au cours des années passées, ça ne vous surprendra pas, mais ils considéraient la crypto comme un risque. Mais cette semaine, leur rapport de 2025 est sorti et pour une fois, la crypto n'y est plus considérée comme dangereuse. Au contraire, ils recommandent de favoriser au maximum la régulation de la crypto pour qu'elle puisse être mieux intégrée à l'économie américaine à travers la jetonisation, l'utilisation de monnaies stables comme réserve financière, l'utilisation de blockchain publique par les sociétés, etc. Étant donné l'ambiance actuelle au gouvernement américain en matière de crypto, ce revirement est parfaitement logique et il ne va pas changer grand-chose au mouvement massif des institutionnels qui est déjà en cours. Mais ça reste positif. On a les hackers nord-coréens qui ont volé 2,02 milliards de dollars en crypto en 2025. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. Donc c'est 681 millions de dollars de plus qu'en 2024, selon Chain Analysis. Donc la cyberguerre, sanctions contournées, crypto en première ligne, le risque géopolitique n'a jamais été aussi clair. Donc ça, vous le savez, c'est quand même assez important. On a en tête de liste, bien sûr, le groupe Lazarus, qui ont quand même pas mal malmené le secteur crypto-monnaie en 2024 et 2025. Il y a eu de grosses attaques, beaucoup de vols, et c'est peut-être pas forcément terminé. Je pense même que d'ailleurs, c'est que le début. Plus on va avancer, plus il va falloir se sécuriser parce que les attaques vont aller bon train. Ensuite, ça c'est une très bonne nouvelle et je pense que toutes les altcoins, si elles étaient parties sur ce genre de mécanisme dès le début, peut-être la pression acheteuse serait différente sur le titre. C'est Uniswap qui enfin va faire ce que je pense tous les projets altcoins qui vont survivre devront faire pour créer de l'attraction sur leur token. C'est un peu ce que fait BNB dès la création de leur token, c'est qu'ils prennent une partie des gas fees, donc des revenus générés par les transactions, ils prennent une partie, plus ou moins grande, ils achètent des tokens, et les tokens, ils les brûlent. C'est une façon de rendre aux investisseurs les bénéfices de l'économie autour du token. Donc ça a été voté, ça va être mis en place, et depuis qu'ils ont commencé à mettre en place ça, le token est en train de petit à petit, alors en ce moment c'est pas la fête de toute façon, mais on a eu une hausse depuis qu'ils ont lancé ça. En attendant, on nous parle du fait que la DeFi, la finance décentralisée, est morte. En tout cas, c'est le président de Maple Finance, qui a un gros projet spécialisé dans les RWA, qui nous dit que elle est en train de tout simplement disparaître. Parce que on a Wall Street qui est en train de l'intégrer, qui est en train de l'ingérer, qui est en train de l'absorber. Et c'est justement le point que je vous ai abordé juste avant. Pour moi, ça, c'est la signification de ça. Du fait que on ait 85% des tokens qui s'effondrent lors de leur lancement parce que tout simplement on a une absorption de la technologie par Wall Street et ça ne veut pas dire que la DeFi est morte, c'est-à-dire que la décentralisation de la finance est morte, ça veut juste dire que le on-chain, la blockchain de base, sert ici
d'ossature, de back-end, de structure, d'infrastructure. Une super bonne nouvelle pour l'adoption, mais c'est toujours à double tranchant, le loup est dans la bergerie. Avec l'arrivée de Wall Street, les crypto-monnaies sont en train d'être réglementées, ce n'est que le début, ça va s'accélérer, on en parle avec le crypto-bill et tout ça là aux États-Unis, donc ça va encore plus être réglementé. Ça a eu 2 conséquences bien distinctes. La première, et maintenant c'est une certitude pour moi, le Bitcoin est définitivement décorrélé des altcoins. L'adoption du Bitcoin, le Bitcoin c'est quelque chose de particulier. L'adoption elle est faite. Le Bitcoin a fait son cycle, il a fait x5 entre son point bas et son point haut. Entre 2 cycles, la volatilité elle a baissé, il a fait x2. On va dire 70 000, 120 000 entre le précédent ATH et le prochain. Par contre, concernant les altcoins, ça se veut être des entreprises qui veulent rivaliser avec la finance centralisée, donc la finance décentralisée, la DeFi, les blockchains d'infrastructure qui veulent essayer de concurrencer le cloud. On a 118 événements de génération de tokens et les projets lancés, donc juste les projets connus, on constate que seulement 15% d'entre eux affichent un résultat positif par rapport à la génération de tokens. Donc c'est vraiment extrêmement peu. Actuellement, on a très peu de succès dans les nouveaux projets. C'est pour ça que je vous dis qu'il est crucial de suivre de près la situation des altcoins. Elle reste absolument catastrophique et certains ont considérablement chuté. C'est vraiment de mauvaises conditions pour lancer des nouveaux projets. Soyez très prudents avec les altcoins. Vraiment, c'est le meilleur moyen de perdre son argent rapidement. La tendance qu'on observe depuis des années, c'est que dès leur lancement, les altcoins sont juste dumpés sur le marché immédiatement. Donc, souvent, on pump pendant quelques heures avant de retomber dans l'oubli. Donc, prudence encore une fois. Je ne pense pas que ceci risque de changer d'ici 2026. Au contraire, soyez encore plus prudents. C'est ce que je fais personnellement, surtout lorsque les gens sont désespérés de sortir le plus vite possible avec un petit peu de profit du marché. Ensuite, au même moment ou presque, il y a eu 2 déclarations de Visa. Premièrement, ils ont annoncé lundi qu'ils lançaient un nouveau service de conseil sur les monnaies stables qui est destiné à toutes les entreprises souhaitant se servir des monnaies stables pour recevoir des paiements. Au programme, on trouve des cours d'université, une planification stratégique de l'utilisation des monnaies stables, des analyses de marché, des conseils sur la technologie à utiliser, etc. Et si Visa commence à monétiser le phénomène, c'est qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Ensuite, deuxième nouveauté de leur part qui a été révélée mardi, ils viennent de commencer officiellement à régler les transactions avec de l'USDC. C'est-à-dire que pour les échanges interbancaires, depuis cette semaine, certaines banques états-uniennes échangent désormais des USDC sur Solana à travers Visa. Pour l'instant, le nombre de banques participantes est assez réduit, mais ça devrait augmenter courant 2026. Et il devrait également augmenter le nombre de blockchains utilisées en passant notamment par Arc qui est développé par Circle. Autre chiffre que l'on attend, mardi 23 décembre, le PIB T3 des USA, 3,2 estimé en prévisionnel. Normalement, le 3e trimestre, ça devrait être bon. C'est le T4 qui va poser problème, et ça sera premier trimestre 2026. Bon, l'un dans l'autre, on a la fin des chiffres de l'année, et ensuite, à partir de mercredi, hop, on est en jour férié aux US, et globalement, on va avoir une diminution de la liquidité sur le marché américain. Donc ça veut dire ici plus de volatilité parce que moins de liquidité, et ça veut dire aussi potentiellement un Christmas rally. On voit que sur le mois de novembre, le marché de l'emploi continue de se fragiliser. Alors que la Fed, la semaine dernière, nous avait dit oui, écoutez, voilà, les baisses de taux qu'on a effectuées sur l'année 2025, on considère qu'elles sont suffisantes pour stabiliser le marché de l'emploi. Et donc, là, le fait que le marché de l'emploi continue de se fragiliser, ça peut donner des arguments supplémentaires justement à la Fed pour peut-être effectuer davantage de baisses de taux que prévu sur l'année 2026. Je vous rappelle que pour le moment, et suite au dernier FOMC, on anticipe seulement une baisse de taux sur l'année 2026. Donc, c'est un rapport NFP qui est plutôt favorable dans la situation actuelle. D'accord ? Ça, c'était la première data. La deuxième data qui était très attendue cette semaine, c'était les chiffres de l'inflation avec le CPI, donc qui a été publié jeudi après-midi. Et alors là, énorme surprise. Alors que les estimations attendaient un rebond de l'inflation à 3,1% sur le mois de novembre, finalement, l'inflation est descendue à 2,7%, le niveau le plus bas. Donc, les 2 clés apparaissent. Clé fondamentale numéro 1. Un niveau élevé de croissance des profits. Et autant vous dire que les analystes financiers envisagent une croissance du bénéfice par action des BPA global pour le S&P 500 à 2 chiffres encore pendant 2-3 ans. Un optimisme exacerbé alors que pourtant le niveau de la croissance économique est en baisse par rapport aux 3 dernières années. C'est une divergence, c'est ce que vous allez voir. Mais là,
pour le coup, il n'y a pas le droit à l'erreur. D'autant plus que le marché est déjà cher d'un point de vue de la valorisation. La deuxième clé, bien sûr, c'est la liquidité monétaire US. Elle doit être en expansion. Pour servir des objectifs de cours que vous proposent, pas moi, que vous proposent les analystes sell-side d'un certain nombre de banques internationales, c'est ce qu'on va regarder dans un instant, ces deux clés doivent être réunies. On a un Bitcoin à 88 150 $. Alors, vous le savez, on est en hebdomadaire parce que ce soir, on a la clôture hebdomadaire, bien évidemment. Et donc, quand on regarde où est-ce qu'on est d'un point de vue hebdo, on est à 37 de RSI. Donc déjà, on le sait, on est très très bas. Bah oui, 37 de RSI, on va pas se mentir, c'est bas tout ça. C'est très très bas. Donc là, on est clairement proche de la zone de survente. Regardez la boîte violette qui est ici. Ça, c'est la zone de survente. Donc on est vraiment très proche de cette zone de survente du côté du RSI. Donc en long terme, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bitcoin est au plus bas. Vraiment, le Bitcoin est au plus bas là, que ce soit en court, moyen, long terme, le Bitcoin est très bas. Alors, enfin surtout en moyen, long terme, là on a un Bitcoin qui pour l'instant est contenu entre deux niveaux clés. Ceux qui se disent on attend, je sais pas, 56 000 pour aller acheter, à vous de voir. C'est peut-être que ça redescendra jamais là-bas. Après, il faut jamais faire all-in, on est bien d'accord. Moi, ce que je regarde, c'est que là, depuis un peu plus d'un mois, on avait surtout une grosse survente, et c'est ce qu'indique le RSI. Le RSI, tous les indicateurs techniques, ils ont un décalage. Et là, ça fait 3 jours que les institutionnels achètent plus de BTC qui sont produits par les mineurs. Donc là, on est potentiellement à l'aube d'un retournement. Pas tout de suite, mais ça commence doucement à se préparer. Donc, c'est pas forcément là dans les semaines qui arrivent, mais en tout cas, le tableau commence à se dessiner doucement et ça va plutôt dans le bon sens. Pareil, sur Coinbase, c'est plutôt les institutionnels qui vont acheter. Vous avez la partie retail, mais vous avez aussi la partie institutionnelle. Et là, récemment, il y a justement eu un pic énorme en fait des institutionnels qui se sont mis à acheter. Donc, quand eux, ils voient le BTC qui part vers les 85-87, qu'est-ce qu'ils font? Ils renforcent. C'est vraiment cette zone qu'on doit maintenir pour maintenir ce creux et essayer de repartir vers un nouvel ATH. Il est tout à fait possible que Bitcoin essaye de faire un nouvel ATH. On va récapituler un petit peu la dynamique en fonction des unités de temps. Donc des unités de temps, pardon. On va commencer en mensuel, après gérer en annuel, après gérer en hebdomadaire. Donc une bougie, c'est un mois. Ici, on peut voir qu'on est toujours dans une dynamique haussière à long terme. 38,2% est maintenu, c'est un niveau clé. On appelle ça le premier arrêt. Tant qu'il est maintenu, on peut faire un nouvel ATH au cours des prochaines semaines. Ce serait pas du tout impossible. Et surtout, le précédent creux a été maintenu ici. Donc ça nous permet justement de se dire qu'en mensuel, la dynamique est toujours haussière et que le prix pourrait faire deux choses. Enfin, 3 choses du coup. La première, c'est simplement former un creux ascendant ici et continuer de monter. Scénario numéro 1, on maintient la dynamique comme on l'a fait ici avec des creux ascendants. Scénario numéro 2, c'est le scénario un peu plus fourbe où le prix ne vient pas rompre ce creux mais il vient récupérer les stops parce qu'en fait ici on a un order block et souvent les order blocks peuvent être chassés. En fait on peut venir prendre la liquidité sous l'order block afin d'aller plus haut. Donc ce que pourrait faire le prix, c'est une dernière frayeur ici en début d'année, ce qui permettrait de récupérer le plus bas de 2025. Ça c'est le plus bas de 2025. On prend les stops sans faire de breaker block et ensuite le prix va faire un nouvel ATH un peu comme ça avait été fait ici. Google vient de faire quelque chose d'assez fou. Ils viennent de sortir un modèle d'IA qui bat leur propre modèle premium en programmation, Gemini 3 Flash. Déployé avant-hier sur tous les produits Google, il obtient un meilleur score que Gemini 3 Pro sur les benchmarks de code, mais pas que. Le modèle économique, entre guillemets, surpasse le modèle haut de gamme. Et le plus dingue dans tout cela, c'est qu'il est gratuit pour tout le monde. Quand vous ouvrez l'application Gemini ou que vous utilisez Google Search en mode IA, c'est maintenant ce modèle qui vous répond. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi ce modèle change la donne et surtout ce que ça signifie concrètement pour vous et moi qui utilisons l'IA au quotidien. Alors, qu'est-ce qui rend ce modèle-là si particulier ? Il faut que vous sachiez que Google vient tout juste de briser une règle qui était non écrite dans l'industrie tech. Alors, ce zap t'a plu ? Fais-le moi savoir en commentaire.